Bonjour Édouard, bienvenue. Bonjour François-Xavier. On va travailler sur un thème bien particulier aujourd'hui avec Édouard Stack, c'est-à-dire la relation et la relation, comment ça se passe, comment ça fonctionne. Je suis en train d'écrire un nouveau livre sur la dynamique de la relation. Donc, je vais lui poser quelques questions, il va répondre avec bienveillance et toujours dans pleine conscience de ses propos. Qu'est-ce qu'une relation pour toi? Comment tu peux définir la relation? Comment tu peux définir une relation de conscience avant de rentrer vraiment dans le fonctionnement, dans comment la dynamique d'une relation en fait? Alors je vais associer deux mots pour ça. Le premier, c'est le contact, qu'on trouve dans l'approche thérapeutique de la Gestalt. Établir le contact entre le soignant, le soigné, l'accompagnant, l'accompagné, ça veut dire qu'on arrive à être présent au même endroit de la bonne manière. Ça suppose qu'il y ait disponibilité et qu'il y ait intérêt mutuel et qu'on se rencontre. Avant de communiquer, il faut coexister. Il faut être là ensemble. Et être là, c'est pas être physiquement là. Le thérapeute canadien qui a écrit Père absent, fils manqué montre qu'on peut cohabiter au sein d'une famille et en fait ne pas avoir de relation parce que chacun est dans sa bulle. Le père s'occupe de sa voiture et de ses outils dans le garage pendant que la mère s'occupe de son chien et de la cuisine. Et en fait, on est en cohabitation mais pas en coexistence. Donc la relation suppose que deux personnes se rencontrent, établissent le contact et se rendent disponibles l'une pour l'autre. Et après, avec un inconnu, on le voit quand on fait des nouvelles rencontres, le courant passe ou ne passe pas, il y a une écoute mutuelle, il y a une acceptation mutuelle, ou au contraire, chacun poursuit sa propre histoire et au fond, reste dans un monologue, mais n'arrive pas au dialogue parce qu'il n'y a pas de prise en compte de l'autre. Donc, une relation, c'est contact, disponibilité et début d'un dialogue qui va pouvoir s'approfondir dans un deuxième temps. C'est déjà très exigeant comme condition. Oui. Est-ce que dans tes différentes recherches, etc., est-ce que tu as pu voir les relations, comment est-ce que ça varie en fonction de nos âges, de nos différentes périodes de vie, en petite enfance, en adolescence, est-ce qu'il y en a tant qu'adulte, et même plus après senior, etc. Est-ce qu'il y a vraiment une différence dans cette approche relationnelle entre l'autre? Alors, dans ce que je suis en train d'écrire sur les trajectoires de vie, j'essaie de partir depuis la toute petite enfance jusqu'à la sagesse et l'expérience des seniors. Et une des choses qui m'a beaucoup nourri, c'est le travail de toute une vie du professeur Montagnier à l'université de Besançon, qui a observé des enfants entre 15 et 18 mois dans des jardins d'enfants. Et vous trouverez professeur Montagnier, Université de Besançon, les communications non verbales. Il y a des films, il y a des livres extraordinaires. Et il montre comment interagissent des enfants qui n'ont pas encore l'acquisition du langage. Le langage, c'est plutôt vers 2 ans. Mais entre 15 et 18 mois, on est vraiment dans le non-verbal et l'interaction très spontanée. Et en fait, il va filmer derrière un paravent les comportements des enfants en train de jouer, en train de manger, etc. Et il a identifié 3 familles de comportements. Le premier, c'est le leader apaisant qui fait 2 choses, qu'il est le seul à faire comme groupe. Il incline la tête, il sourit, et puis il fait des offrandes. Il va au contact avec les autres et il est promoteur d'un échange. Alors que le dominant agressif n'établit pas de signaux de contact, mais il va prendre les affaires des autres, il va s'en saisir quand il va piquer ou la petite voiture du voisin, ou le biscuit, etc. Alors que le leader apaisant, il va prendre une cuillerée de son yaourt pour la tendre à son voisin et lui offrir. Donc, il établit le contact, je reviens à mon mot de contact de tout à l'heure, et il fait une proposition, voire une offrande. Alors que le dominant agressif, il va s'imposer et s'approprier. Et il y a une troisième famille qui sont les gens plus dominés,
qui vont répondre aux invitations du leader apaisant, mais qui vont subir les agressions du dominant agressif. Après, on peut se demander pourquoi. Alors, Montagnier continue son observation avec l'interaction non seulement entre les enfants, mais avec les familles. Quand les parents viennent chercher l'enfant à l'école, le parent du leader apaisant va se mettre à son niveau, va s'accroupir pour avoir un contact horizontal. Et il va utiliser une forme d'interaction qui est la question « Comment était ta journée aujourd'hui ? Comment ça va ?» etc. Et donc, il le considère comme une personne à part entière, bien que ce soit un petit bout de chou qui parle encore très mal. Le niveau de langage de l'enfant à ce stade est peu structuré. Le parent du dominant agressif va être dans l'injonction en disant « Dépêche-toi, habille-toi, je suis mal garé, il y a de la pression. » Il n'y a pas de dialogue et de contact. On ne peut pas facilement voir ce qui caractérise la relation à ce moment-là du parent du dominé. On va dire plutôt que c'est celui qui reste à l'étude, qui est gardé par la voisine, etc. Et il y a une troisième étape d'observation vraiment intéressante, c'est qu'on va au domicile des familles voir les interactions au sein de la famille. Et dans la famille du leader apaisant, c'est le dialogue permanent entre tous les membres. La télévision est éteinte, les parents dialoguent avec les enfants, et les enfants s'écoutent et parlent à tour de rôle. La parole de chacun est respectée. Il y a de la place pour chacun. Il y a de l'échange. Dans la famille du dominant agressif, c'est la spirale de l'agressivité. Le père rentre de mauvaise humeur, il y a son gosse qui l'a dans les pattes, il lui met une gifle, le gamin va tirer les cheveux de sa sœur, qui met un coup de pied au chien, qui va mordre la mère. C'est la contagion négative de l'agressivité dans les relations. En permanence, ce sont des relations de confrontation, mais pas d'écoute et de dialogue. Et ce qui est intéressant, c'est la troisième catégorie des dominés, ce sont les familles tranquilles, genre patin-couffin, où on reste entre soi, mais à l'étroit. Ça veut dire que l'enfant n'est pas autorisé à inviter ses copains pour venir jouer avec lui chez eux, parce que ça fait désordre, qu'est-ce qu'ils vont penser, il y a la peur du qu'en-dira-t-on, il y a cette espèce de repli. Et du coup, l'enfant, il est peu stimulé. Et il y a une étude anglaise qui complète ça, qui montre que quand ce profil de dominé, on le met dans une famille de leaders apaisants pour quelques mois, et qu'on s'intéresse à lui, qu'on établit le contact avec lui, qu'on le stimule dans l'échange, dans le dialogue, il devient lui-même un leader apaisant. Donc c'est comme s'il était en sommeil, et qu'on pouvait l'éveiller par l'interaction ouverte de la relation, justement. Et pour moi, qui fais beaucoup de conseils dans l'entreprise, des dominants agressifs, j'en ai vu beaucoup dans les comités de direction. C'est un profil qui va s'imposer en jouant des coudes dans le jeu de la concurrence interne. D'accord. Et là, si tu parles de petite enfance, mais est-ce que en adolescence, etc., est-ce qu'il y a un autre système de mise en relation que c'est ce... C'est parce que c'est intéressant, je pense, je de voir le lien entre le petit enfant et l'adolescent. Ouais. Ce qui est important pour capitaliser sur la première partie, c'est que on va être marqué pour la vie par le style qu'on a développé au sein de sa famille. Un enfant qui a été peu écouté, peu stimulé, etc., il aura pris des habitudes, il se sera installé dans un type de relation et il va s'identifier même en termes d'identité à ce qu'il est devenu au travers de cette façon d'interagir. La chance, c'est que s'il va jouer dans une autre famille, il va découvrir d'autres modes. S'il a des copains avec des modes relationnels différents, il va pouvoir expérimenter, s'il va en vacances chez un copain par exemple, ou s'il part en colonie de vacances avec d'autres gens, il va faire des apprentissages différents. S'il y a un éducateur, un animateur qui lui fait confiance, qui le stimule, qui le met en valeur, il va pouvoir enrichir et évaluer, faire évoluer la palette de ses modes de relation. C'est vrai avec les enseignants. Si les enseignants s'intéressent à lui, ça va être complètement différent. Il y a un ouvrage que j'ai apporté, que je vais montrer tout à l'heure, avec une étude assez complète sur des enfants en difficulté et des éducateurs dans des institutions qui travaillent sur leurs compétences non cognitives, leurs capacités relationnelles, la confiance en soi, l'ouverture aux autres, le dialogue, etc. Et ceux qui ont été entraînés à cette ouverture-là
progresse mieux au niveau scolaire et s'insère mieux dans la vie sociale. Donc soit on a ces conditions favorables dans sa famille, soit on peut les découvrir, comme Cyrulnik en parle avec la résilience, dans d'autres relations, dans d'autres milieux, en faisant d'autres apprentissages. Et l'adolescence, c'est quand même le moment de la découverte de l'intimité de la relation, avec la découverte de la sexualité, etc. Et donc là, on va encore approfondir la relation, puisque on découvre ce que c'est que l'intimité sexuelle, sensuelle. Et donc là, il y a une vraie expérimentation, c'est vrai pour les jeunes couples, qui ont une vie un peu limitée avant. Le jeune couple va être en apprentissage d'une relation qui inclut jusqu'à la dimension du partage intime. Et selon ce qu'on a appris avant, on va être plus ou moins à l'aise. Moi qui viens d'une famille slave où on se touche beaucoup, j'ai observé dans la formation de psychothérapeute ou dans le développement personnel que dans un couple qui s'apprécie vraiment bien, il y en a un qui vient d'une famille où on se touche peu, et l'autre d'une famille où on est très démonstratif pour montrer les sentiments, par le contact, par le toucher. Celui qui a une famille où on se touche peu va trouver que son conjoint est un peu envahissant de temps en temps, qu'il est collant. Et celui qui est plus démonstratif va trouver que son partenaire est plutôt un peu froid, un peu réservé, etc. Ce sont les habitudes de démonstration des sentiments par le contact, par la tendresse exprimée, qui va faire la différence. Et là, on a toutes les cultures avec la distance sociale, qui fait que dans certaines cultures, on se touche, on s'approche comme l'embraçao des Brésiliens, où on est dans le corps à corps, ou même l'étape dans le dos des bûcherons canadiens, etc. On est démonstratif, ou on ne l'est pas socialement. Quand je suis dans le monde arabe, j'ai rencontré les ingénieurs palestiniens que j'ai formés, et dont les femmes retiraient leurs vêtements pour me tendre la main recouverte de leur manche. Encore aujourd'hui, il y a quelques années. Donc ça va entraîner des modes de relation très différents parce que le codage culturel est là et s'impose. Moi, je prends mon exemple personnel parce que je trouve que j'ai beaucoup de chance parce que j'ai eu mon père qui était expatrié, donc j'ai pu voyager dans le monde, dans l'Asie. Après, je suis parti en Norvège, donc ça m'a ouvert une sociabilisation, une adaptation face au monde qui est là, qui est présent. Et donc, j'ai pas une facilité, mais je peux aller en l'encontre dans un groupe, etc., beaucoup plus facilement que je pense que, voilà, moi, j'ai une facilité. Avec des codes très variés. Très variés, en fait, c'est ça. Même quand j'ai vécu en Polynésie un peu, c'était pas du tout pareil, mais c'était le contact humain, le hug, etc. C'était plutôt un tape dans le dos, ça va. C'est pas le hug, c'était quelque chose d'un peu, c'était pas bien, quoi. C'était pas bien vu, donc c'était tout ça. Donc ça revient vraiment à ce que tu dis, que il y a plusieurs façons d'arriver dans une ouverture avec la relation, en fait, par les éducateurs, par la colonie de vacances. Il y a plusieurs étapes pour faire ces acquisitions. Bon. Et ce qui me semble important, c'est que chacun réalise qu'il y a des codes culturels qui sont spécifiques à une famille, à un groupe, à une ethnie, etc., ou une population, et qu'on peut apprendre ces codes. Tout à fait. Et je vais rebondir un peu tout de suite sur cette question, parce que comme je sais que tu as vécu au Japon, tu as vécu en Polynésie, tu as eu beaucoup d'expériences dans d'autres villes, dans d'autres pays. Oui. Donc ça t'amène une autre façon de voir les relations dans les différentes parties du monde. Et le code doit être différent quand tu es en Europe, quand tu es au Japon, quand tu es en Palestine ou quand tu es en Inde, etc. Qu'est-ce que tu as pu voir, qu'est-ce que tu as pu constater sur toutes ces relations? La Polynésie m'a beaucoup marqué, j'y ai vécu pendant 1 an et demi. Et j'ai vraiment vécu, j'étais pas en vacances, j'étais soldat pendant un temps, j'étais salarié dans une boîte de travaux publics dans un deuxième temps, mais j'ai joué au rugby avec mes copains polynésiens, j'ai fait la fête, j'ai socialisé avec des gens qui étaient de passage plus tard. Ce qui m'a beaucoup nourri, c'est que dans la culture polynésienne, on attache beaucoup d'importance au non-verbal. Les Polynésiens parlent assez peu, mais observent beaucoup et sont vraiment dans l'attention aux signes du non-verbal. Comment se tient la personne, comment est-ce qu'elle écoute, comment est-ce qu'elle est disponible, comment est-ce qu'elle est joyeuse, ses sentiments, tout ça. Et
ils ont une expression pour résumer leur perception des Français. Ils disent, ils parlent beaucoup alors qu'ils n'ont rien à dire. Et moi, j'ai appris à me taire avec les Polynésiens pour être dans cette attention à ce qui se passe dans l'instant présent et à ce qui s'échange. La connivence des regards, les sourires, la complicité, etc. Et quand je suis rentré en France, moi qui étais plutôt très bavard, j'étais devenu plus silencieux, mais très attentif à ce qui se passait dans la relation non verbale. Et mes frères ont été surpris parce qu'ils m'ont perçu avec un niveau d'attention que je n'avais pas en partant. Et donc j'ai éveillé mon observation du non-verbal et mon attention est dans l'instant présent et dans le contact et dans l'échange et dans la connivence. Et j'ai découvert le travail d'un anthropologue magnifique qui s'appelle Edward T. Hall, qui le premier a écrit sur la dimension cachée, qui se nomme proxémie en langage technique, qui est la distance culturelle entre les gens. Et il a fait de nombreuses expériences aux États-Unis, en publiant par exemple, en faisant des films sur les interactions entre les étudiants blancs et les étudiants noirs qui regardent un film avec deux personnages. Les étudiants blancs vont dire, si les gens sont trop proches, ça va dégénérer vers l'agressivité, le conflit. Alors qu'ils sont à une bonne distance, les choses vont bien se passer. Les noirs disent exactement l'inverse. S'ils sont proches, le courant va passer, ils sont loin, c'est le conflit qui va arriver. Et en fait, la population américaine blanche est massivement anglo-saxonne. Et dans le monde anglo-saxon, d'origine allemande, d'origine anglaise, il y a du quant à soi et on ne se livre pas à la promiscuité du contact. Un Anglais, il donne la main avec le coude tendu pour maintenir la distance sociale. Alors qu'en Afrique, d'où viennent une partie de la population noire, on est plutôt dans l'embrassade et la proximité physique, etc. Et en Afrique noire, on dit même, quand on n'a pas pu voir quelqu'un, on ne dit pas « j'ai pas pu te voir », on dit « j'ai pas pu te sentir », avec le nez, avec l'odeur, le partage des odeurs. Donc c'est une proximité très intime, l'odeur. Tout à fait. Et donc cette compréhension de la distance sociale, elle va me servir plus tard au Japon. Le temps culturel vécu, est-ce qu'on est dans du temps ici et maintenant, comme chez les Polynésiens et les Japonais, ou dans du temps synchronique comme les Mexicains, qui dans un rendez-vous d'affaires vont pouvoir discuter avec 3-4 personnes à la fois, alors que anglo-saxons et français vont plutôt être dans un dialogue unique. On reçoit une personne à la fois, mais pas plusieurs en même temps, pas plusieurs rendez-vous pour plusieurs affaires. Si on va à Istanbul au Grand Bazar, dans la culture du Moyen-Orient, ce temps élargi, il permet cette multiplicité de relations. On peut avoir en même temps un enfant qui vient dans une réunion d'affaires où on est en train de signer un contrat, et puis la femme qui vient parler des courses qu'il faut faire ou d'autres choses. Et on n'est pas gêné de parler à plusieurs niveaux avec plusieurs personnes de sujets différents. Tout ça, c'est vraiment culturel. Et quand je suis arrivé au Japon, la grosse différence, le non-verbal était omniprésent. Il y a une expression japonaise qui dit « Ishin Denshin », de mon âme à ton âme, avec l'idéogramme du cœur, puisque l'intelligence est dans le cœur pour les Asiatiques. Et donc, c'est le langage silencieux où on est synchro dans le silence. Ce n'est pas simplement l'attention non-verbale, c'est ce qu'on partage dans la communication invisible du silence partagé. Et donc, autant c'est enjoué et dans la connivence en Polynésie, autant au Japon, c'est très ritualisé et il faut prendre son temps et être patient parce que les Japonais sont prudents et ont besoin d'être apprivoisés progressivement. Je suis rentré dans une famille au bout d'une semaine de séjour et j'ai vécu 2 mois et demi et on s'est approché progressivement pour, par échanges successifs, commencer à bâtir la confiance, la complicité, etc. Donc la capacité à vivre le silence dans les rencontres et la patience pour établir une relation progressivement, c'est un élément essentiel dans la relation japonaise. Et le non-verbal est très important, très nourri par la pensée du bouddhisme zen ou la pratique du bouddhisme zen. Il y a une façon d'être ici et maintenant qui va être aussi importante. L'attitude sera autant appréciée que le discours.
Et les Français, qui sont beaucoup dans le discours, dans la parole, pas bien dans le non-verbal, encore moins bien dans le silence, vont souvent rater les échanges parce qu'ils n'ont pas la patience. Les Américains qui connaissent une partie de ces codes savent que en Chine comme au Japon, il ne faut pas prendre le billet retour et penser qu'on va décrocher une affaire en 3 jours. Il faut laisser du temps au temps. Et en Chine, par exemple, souvent, l'accord va se passer dans la voiture entre l'usine et l'aéroport au moment de partir. J'ai un client qui vend du vin et qui commercialise du vin. Il a mis 10 ans à trouver un correspondant pour diffuser ses produits au Japon. Et quand ils se sont mis d'accord, le Japonais lui a dit maintenant on va s'occuper de vous pour le siècle prochain. C'est quand même étonnant. Tout à fait. Cette patience d'un côté, mais cet engagement dans la durée, une fois que la relation est établie, elle est pérenne. Et je retrouve la famille, je suis retourné, j'étais en 61, je suis retourné en 2000 parce que ma fille était en stage dans une université japonaise. J'ai retrouvé la famille qui m'avait accueilli 30 ans plus tard. Et nos sentiments respectifs étaient magnifiques, n'avaient pas bougé d'un iota. La qualité de la relation était là. Donc au final, ce qui vient à l'esprit, c'est il y a toute l'histoire aussi du pays qui amène la relation en fait. Oui. Comment on définit la relation dans le pays en fait. Il y a vraiment l'historique, tout ce qui s'est passé, les guerres, etc. va amener la relation en fait. Ça va peser dans les us et coutumes. Je connais moins bien l'Afrique noire. Je m'y intéresse depuis plusieurs années. J'espère y retourner encore pour connaître davantage. Mais dans ce que j'ai découvert des mœurs, il y a des choses très intéressantes. C'est que il y a l'Ubuntu, on existe parce qu'on est en relation avec sa communauté, avec la lignée des ancêtres, etc. Et même dans les formules de politesse, ça va impacter la manière d'entrer en relation. On va prendre son temps pour balayer les relations avec la grande famille. Et comment va ton père, et comment va ta mère, et comment va ton grand-père, et comment va ta grand-mère, et comment va ta soeur, comment va ton fils, etc. On prend le temps de faire le tour des relations de la famille élargie pour se caler au fond de réseaux, de communauté à communauté, de famille élargie à famille élargie. Et on existe parce qu'on est en lien avec cette continuité générationnelle et ce réseau élargi. Ça donne des choses rigolotes, hein, les gens qui ont vécu en Afrique. La voiture tombe en panne à l'entrée d'un village. Et si on ne comprend pas le sens de la palabre, on va voir le chef du village pour demander de l'aide, pour pousser la voiture, etc. Et il va proposer d'abord de s'asseoir et de discuter. La discussion pourra durer 2 heures. Et tu viens d'où? Et t'es là pourquoi? Etc. Et tu fais quoi? Et donc, cette façon de se connaître et de se découvrir, elle prend du temps. Mais à partir du moment où on a accueilli la personne avec tout ce qu'elle est, ça sera facile d'avoir la moitié du village qui vient pousser la voiture. Mais ce protocole de se découvrir et de se livrer dans ce que l'on est, c'est un préambule incontournable. Si on ne fait pas ça, ça ne marche pas. Et je vais prendre un autre exemple dans le monde slave, l'Europe centrale dont je suis issu. L'ancrage relationnel se fait par le partage aussi des sentiments et du ressenti. Et si on ne se livre pas de façon plus personnelle et qu'on reste dans des relations très professionnelles, l'ancrage relationnel ne se produit pas. J'ai fait une rencontre en 2002 sur l'ouverture à l'Est de l'Union européenne, où j'ai invité des Tchèques, des Slovaques, des Polonais, des Hongrois, etc. Et il y avait un Français qui est allé reprendre une fromagerie en Slovaquie, et mon jeune collaborateur tchèque est allé visiter l'usine et interviewer les personnes dans l'usine. Et le courant passait pas bien. Dans ce monde slave, il y a une tradition qui fait que les proches collaborateurs du chef, quand il arrive, vont l'inviter chez eux, en famille, à manger. Et lui n'a pas compris le sens de ça. C'est pour permettre cet ancrage relationnel. Et lui, il est allé manger avec eux à la cantine, mais il ne les a pas invités chez lui. Et ce Français, dans cette fromagerie slovaque, le courant n'est jamais passé. Il est reparti au bout de quelques temps, mais il y avait un malaise. Même son DRH le laissait tomber et voulait démissionner, parce qu'il n'y avait pas cette
proximité relationnelle qui manquait dans le code culturel local. D'accord. Donc ça montre bien comme quoi chaque culture a sa propre façon de fonctionner dans la relation. Maintenant, on va rentrer un peu plus, dans le vif du sujet d'une relation, comment ça fonctionne. Parce que on avait parlé un peu en aval aussi sur la pyramide de Maslow, où on parlait et tu me disais, en fait, il ne faut pas l'avoir comme ça. Parce que il n'en a jamais fait en final, il n'a pas créé. C'est exact. Et en fait, tu m'as montré comme quoi une relation peut être horizontale, et non en pyramidale, mais vraiment horizontale. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus comment tu perçois cette relation dite horizontale ou voilà, par rapport à tout ça, parce qu'il y a plusieurs questions. Je vais le faire avec deux éclairages. Pour en parler au niveau pédagogique entre enseignant et enseigné, et après au niveau hiérarchique dans une organisation avec le statut, l'autorité, etc. J'ai bossé 5 ans au Québec où j'allais 1 mois par trimestre former des professionnels québécois. Et j'ai sympathisé avec un responsable de l'université de formation permanente, l'Université de Montréal, et au point qu'on a fait des échanges avec nos filles qui avaient 10 ans à l'époque. Ma fille est allée en hiver à 100 km au nord de Montréal vivre dans un chalet où les ours venaient faire les poubelles. Et puis la fille de mon collègue et ami est venue passer un printemps 15 jours chez nous. Et dans les 15 jours qu'elles ont passé l'une et l'autre, dans l'autre famille, elles ont passé 1 semaine à l'école de l'autre. Et les gamines qui avaient 10 ans m'ont dit « Ah, c'est curieux, quand on est au Québec, on regarde la maîtresse dans les yeux, on l'appelle par son prénom et on la tutoie. Et quand on est en France, on baisse les yeux, on dit madame et on la vouvoie. » Et ça donne exactement la différence entre une relation horizontale de personne à personne, même s'il y a un enseignant et un enseigné, et une relation verticale où il y a un sachant et un ignorant, et on verse le savoir dans la cervelle vierge qu'il faut remplir pour l'éduquer. Cette relation-là, on se rend compte qu'elle n'est pas pédagogique du tout, parce qu'il n'y a pas de contact. Et comme j'ai formé les professionnels de la santé, on voit la même chose avec le médecin et son patient. Si le médecin, le sachant, qui donne l'ordonnance avec la solution pour le problème, il ne prendra pas le temps d'écouter l'histoire, le vécu, le contexte de son client pour comprendre dans quelles circonstances il vit quelque chose qu'il vit mal et que son corps traduit en pathologie. Et dans la dépression, dans le burn-out, dans plein de choses comme ça, c'est pourtant tellement important de comprendre ça. Et donc, s'il n'y a pas cette humanité du médecin ou de l'accompagnant pour établir le contact, la confiance, l'écoute, la disponibilité, il n'y aura pas de relation de confiance approfondie. Dans les relations de travail, c'est la même chose entre le chef et le subordonné. Est-ce que le chef est un dominant agressif qui impose ses choses, qui donne des ordres? Ou est-ce que c'est un bon père de famille, une bonne mère de famille qui s'intéresse à son collaborateur pour le tirer vers le haut et le faire progresser? Ça change tout. Et ça, à nouveau, c'est culturel. La France reste un système très hiérarchique, très vertical descendant. On a du mal à faire de l'empowerment, à s'intéresser à la base pour que les gens puissent progresser. Alors que j'ai un collègue français, marié une Irlandaise, qui est à Dublin depuis 20 ans, et il me dit, dans n'importe quelle entreprise irlandaise, n'importe quel collaborateur peut parler à son chef ou au chef du chef, et il sera entendu et respecté dans sa parole. C'est vrai en Allemagne. C'est un système où on respecte les règles, mais où la hiérarchie n'est pas aussi pesante. Un ouvrier peut s'adresser au PDG, s'il y a quelque chose d'utile pour l'entreprise, sa parole sera entendue, reconnue, appréciée. En France, il faut demander au chef la permission de parler au chef du chef, etc. Et c'est un système très lourd, très compliqué, et qui est bien ancré dans la conscience de la plupart des gens. Il ne s'agit pas de se tromper de niveau. Donc il y a vraiment
pas une façon, mais comme tu me disais aussi en aval, c'est de pas d'un coup de mettre le regard en bas, comme tu disais, vraiment être focus sur la personne et de pas de voir son niveau de hiérarchie, mais vraiment avec tout le monde, même avec un ami. Même. Ça pose plein de questions sur qui est responsable de quoi, qui décide de quoi. Et donc, dans ce que je viens de dire, ça ne met pas en cause le statut et l'autorité. C'est-à-dire que dans l'entreprise libérée, où on pense supprimer des échelons hiérarchiques, et on écoute tout le monde et tout le monde décide de tout, ça peut être une source de confusion. Mais si dans une entreprise classique, il y a du respect entre le manager et ses collaborateurs, le contrat de confiance peut naître aussi de l'informel de la relation, de la connivence, de l'humour qu'on va mettre dans la relation. Et pour avoir bossé 2 ans avec les écoles de l'armée de terre, j'ai un colonel que j'aime beaucoup, avec qui j'ai bossé, il me disait « L'autorité, c'est pas ce qu'on impose, c'est ce qu'on est capable d'obtenir. » Donc le bon chef, il évalue les gens et il sait ce qu'il peut leur demander. Et c'est sa crédibilité personnelle qui va faire qu'il aura du poids d'influence et de l'autorité. Il me disait, j'ai des collègues colonels qui n'ont pas d'autorité parce que personne ne les reconnaît et ils ne sont pas crédibles. Ils sont tellement peu cohérents qu'ils ont beau parler fort, tenter d'imposer, ils ne sont pas suivis. Donc c'est vraiment très intéressant de voir le coefficient personnel dans la relation, avec l'échange de personne à personne, qui va responsabiliser tout le monde et motiver tout le monde, et puis le côté plus autoritaire pour imposer son pouvoir, et qui ne marche pas très bien, qui ne motive pas tellement. Donc, commander, ce n'est pas contraindre, mais obtenir, pour parler comme les militaires. Et dans une entreprise, plus on développe, moi j'ai développé pendant 30 ans l'intelligence collective, le travail en équipe, si chacun se sent respecté à sa place, ça devient une équipe dans laquelle tout le monde s'engage. Et que ce soit un conseil municipal dans un village, une association ou une multinationale, c'est la même chose. Le coefficient personnel va faire la différence. Moi, mon expérience personnelle avec toi, c'est que ce que j'apprécie dans cette dynamique d'horizontalité, c'est que même si pour moi tu es une personne vraiment de savoir et il y a une connaissance que je n'ai pas quelquefois, mais je me sens écouté quand je te parle ou quand je me donne mon avis. Je me sens écouté, je me sens pas dans un niveau de hiérarchie où on est vraiment entre adultes, comme tu en parles, et je me sens pas diminué en face par rapport à toi, ou voilà, moi je sais mieux que toi, ou des choses comme ça. C'est très agréable et ce que j'apprécie en fait, hein, parce que dans la relation, pas entreprise mais humaine, il y a aussi cette dimension-là à avoir, et qui est pas souvent, ou qui est un peu compliqué à avoir quelquefois. Ce que tu dis m'évoque la relation entre parents et enfants. Moi, mon père est né en 1899, à la fin du 19e siècle. Et dans mon enfance, comme dans beaucoup de familles de cette époque-là, les enfants ne parlaient pas à table. C'est les adultes qui parlaient, les enfants, c'était la règle du silence. J'ai un peu connu ça même. Et du coup, ça m'a rendu très bavard quand j'ai eu le droit de parler. Mais dans d'autres familles, dont celle du leader apaisant, où on s'intéresse aux enfants, on les reconnaît, on les respecte, et où il y a du dialogue, au fond, la relation, elle transcende les niveaux. Et dans l'intergénérationnel, par exemple, j'ai beaucoup la publicité d'Herta sur les saucisses avec le grand-père qui fait cuire avec le petit-fils les saucisses sur un feu de bois dans la nature. C'est la disponibilité qu'on a pour l'autre qui fait qu'on va pouvoir s'enrichir de la relation avec lui. Toute relation véritable, elle est réciproque. Et moi, quand j'ai des patients, quand j'ai des clients en stage, en formation, il n'y a pas seulement ce que je peux leur apporter, mais il y a ce dont je vais me nourrir de leur propre contribution, de leur propre expérience, etc. Et plus je suis réceptif, plus je m'enrichis de la richesse des autres. Lévinas, le philosophe qui a écrit toute sa vie sur la relation, disait c'est très dangereux d'écouter quelqu'un d'autre parce qu'on risque de changer d'avis. Si on prend en compte son point de vue,
ça va enrichir le nôtre. Mais ça va mettre en danger la construction mentale qu'on avait, l'opinion qu'on avait sur tel ou tel sujet. Et moi, j'adore ça personnellement, élargir mes horizons. Toute rencontre est enrichissante et il y a des surprises. Il y a des personnes magnifiques auxquelles personne ne s'intéresse, mais qui en fait sont des belles personnes. Et donc, cette disponibilité, j'adore rencontrer des enfants de moins de 5 ans, les 3-5 ans, j'adore. Ils sont spontanés, généreux, joyeux, etc. Et si j'arrive dans un endroit où il y a des petits, mon intérêt va beaucoup plus vite basculer vers les tout petits que vers les adultes. Parce que je sais que c'est une rencontre privilégiée, sans phare, sans masque, sans frein, etc. Et pour moi, c'est extrêmement joyeux, extrêmement stimulant. Donc, toute rencontre véritable, toute relation véritable, dans cette réciprocité, il y a ce qu'on va échanger, ne serait-ce que le plaisir harmonieux de s'écouter et d'être tranquille ensemble. Quand on boit le thé avec un Touareg dans le désert, le temps du partage après 8 heures de crapahut dans le sable, dans la chaleur, etc., c'est un moment divin d'harmonie, de silence, de tranquillité et de repos. Comment on peut percevoir, en fait, on va amener ça plutôt comme ça, comme question, dans la relation, comme le personnage qu'on joue? Comment on peut désamorcer ce personnage qu'on joue face à une personne ou comment le reconnaître? Parce que tu parles un peu du masque et tout ça, c'est pour ça que... Je vais répondre à ça, mais je vais te raconter une petite histoire par rapport à ce qu'on vient de dire précédemment. Et entre autres, revenir à l'Ubuntu des Africains. Est-ce que tu as vu le film, le biopic sur Django Reinhardt et la vie dans les campements de tziganes, de gitans? Non, j'ai pas vu le film. Alors tu pourras aller le voir au cinéma, mais j'ai fréquenté les gitans dans mon village et j'ai une certaine proximité avec les tziganes pour diverses raisons. Les tziganes, les gitans modernes, sont plutôt riches parce qu'ils savent travailler et vendre, alors qu'ils vendent des voitures, qu'ils vendent des serviettes éponges sur les plages, ou quoi que ce soit, ou des tapis. Ce sont des bons commerçants. Et ils ont maintenant des belles caravanes, des grosses Mercedes, des camions, etc. Mais il y a quelque chose qu'ils font dans le campement, c'est du feu. Et tu sais que les tziganes viennent de l'Inde, c'est une population issue de l'Inde. Tu as plusieurs films très intéressants sur la migration des tziganes depuis l'Inde, etc. Mais cette symbolique du feu qui est très forte dans le Vedanta. Les tziganes, les gitans, continuent à avoir ce feu commun entre les roulottes, autour duquel on se retrouve pour chanter, pour faire la fête, pour partager, etc. Donc c'est leur manière de fusionner autour d'un élément symbolique. Et c'est le moment où on se rejoint et où on se réconcilie dans la réunion. On se retrouve dans une appartenance. Et maintenant, repose-moi ta question. Par rapport à la relation et au masque se comporte, comment le déterminer? Le terme de personne vient du grec persona, je crois, qui veut dire le masque. Et dans une des choses que j'enseigne sur l'expression, j'avais nommé le stage « La vie est un théâtre, comment vous jouez la scène ?» Et les masques sont nécessaires parce qu'on a des rôles différents. Par exemple, quand je joue avec mes petits-enfants et que je suis un compagnon de jeu, je me lâche dans le jeu et dans le plaisir du jeu. Mais le soir, quand il faut aller prendre le bain ou se préparer pour le dîner, je redeviens le père qui met la limite en disant « c'est fini ». Et je prends un rôle d'autorité, je prends mon masque d'autorité pour dire « c'est fini ». Je siffle la fin de la partie. Le problème, c'est pas d'avoir un masque, c'est de savoir l'enlever et en changer en fonction des nécessités. Si je suis à un enterrement, je ne vais pas lâcher des grosses vannes. Non. Je vais prendre le masque de circonstance pour partager l'affliction de tout le monde. Puis si je ressens l'affliction et que je sais la partager, ça sera encore mieux. J'assiste à un enterrement avec un de mes clients qui est PDG et qui a perdu son directeur financier brutalement. Et cet homme très estimable avait beaucoup de sympathie autour de lui. Et que dans l'église, il y avait moitié de parents, amis, et moitié de collègues.
Et mon client PDG a fait un discours, une oraison funèbre, et au milieu de son oraison funèbre, il est parti en pleurs. Et à la fin, comme je suis son coach, il me dit « C'était comment Est-ce que j'ai merdé ?» Je dis « Non, tu ne pouvais pas rendre un hommage plus fort à cet homme bon que d'être sincère dans tes sentiments et d'être dans l'affliction réelle avec ton chagrin. C'était plus important que les paroles que tu as prononcées. Ton honnêteté à partager ton chagrin, parce que c'était vraiment un chouette bonhomme. Je le connaissais depuis moins longtemps, mais j'avais beaucoup de respect et d'estime pour lui. » Donc, savoir mettre le masque qui correspond au personnage et savoir l'enlever ou en changer en fonction des circonstances. Mais l'authenticité, c'est la capacité à enlever le masque. Et moi, j'ai appris à jouer des rôles, j'étais très insécure et donc ça m'a aidé à socialiser. Mais après 20 ou 30 ans de travail en développement personnel, j'ai découvert la liberté d'être authentique en n'ayant plus rien à prouver, plus rien à prétendre. Si j'accepte ce que je suis comme je suis, alors c'est une force incroyable qui est celle de l'authenticité. La communication authentique, c'est la plus convaincante. C'est la congruence perçue qui fait qu'on n'a rien à se prouver, rien à se... il n'y a pas de relation de pouvoir et d'intérêt, mais on est juste là à se rencontrer comme deux personnes dans notre simplicité. Ça, c'est vraiment une liberté immense. C'est une super richesse dans la relation avec l'autre. Et il y a des peuples où on rentre tout de suite dans cette dimension-là. En Polynésie, si tu joues un personnage, les gens vont se moquer de toi. Parce qu'ils ne sont pas dupes. Oui. J'ai vu des simples soldats se moquer du colonel qui jouait son personnage d'officier et ils n'en avaient rien à foutre. J'avais un de mes copains rugbyman qui a passé le dernier mois de son service en tôle parce qu'on voulait lui imposer des choses et lui... Personne ne peut rien lui imposer, c'est un être libre. On peut le garder 6 mois en tôle, ça ne va pas le faire plier. Il a un esprit libre, complètement indépendant. Et si on est gentil avec lui et qu'on lui demande gentiment, on obtient ce qu'on veut. Parce qu'il est libre de la réponse. Mais si on veut lui imposer quelque chose, il est intraitable. Il y a un beau film iranien récent, dont j'ai plus le titre, où il y a un comédien, réalisateur iranien qui vit en France maintenant, qui joue un personnage qui est incarcéré à l'époque du Shah d'Iran et qui refuse de plier. Il refuse entre autres de manger un gâteau en l'honneur du Shah. Oui. Et pour ça, on le met au cachot, on le frappe, on le massacre, etc. Et cette dignité et ce respect de soi-même dans la relation, c'est très important. Et où qu'on soit dans le monde, j'ai beaucoup voyagé, j'ai travaillé à l'étranger dans une 30aine de pays, mais où qu'on soit à l'étranger, on va être perçu par le non-verbal en tant que personne, par tous les gens qu'on croise. Et aller au contact, échanger par le sourire et amorcer un début d'échange, c'est comme ça qu'on amorce la relation qui petit à petit pourra se développer dans le temps si l'un et l'autre le souhaitent. Est-ce que j'ai répondu pour l'aspect du masque? Tout à fait, oui, c'est très bien. C'est tout à fait ça. On va parler maintenant, je pense, pour l'authenticité, etc. On va garder cette trame sur l'authenticité d'une relation, mais on va aussi amener ce qu'est l'intégrité dans une relation avec l'autre. Je pense que c'est important d'être intègre face à l'autre, face à dire et faire les choses avec l'autre, dire bon, bah voilà, on va au cinéma à telle heure, pas appeler 5 minutes avant, non, je peux pas y aller. On perd notre intégrité face à l'autre. On va casser un peu notre relation, l'autre va avoir moins confiance, etc. Alors, je te propose d'aller vers l'intégrité progressivement parce que dans l'intégrité que tu suggères, il y a 2 dimensions. Il y a le respect des engagements, oui. Il y a l'honnêteté profonde de ne pas tricher. Tout à fait. C'est 2 dimensions différentes, complémentaires. Alors, je voudrais donner une grille qui était synthétisée par l'analyse transactionnelle il y a déjà plusieurs dizaines d'années, et qui est intéressante parce qu'elle parle des niveaux de relations. Et pour le commun des mortels, la conversation de base, ce sont les généralités qu'on trouve dans le très beau livre de Gouriot, Le Bref de comptoir, des conversations de bistrot où on parle de tout et de rien. Du résultat au Qatar de la Coupe du Monde,
de la guerre en Ukraine et du bruit ambiant, et on échange des banalités, on échange des bruits d'informations qui circulent comme ça. Et on continue à échanger, entre autres, des a priori, des stéréotypes, selon le milieu auquel on appartient. Puis il y a un deuxième niveau qui est les rituels. Les rituels, c'est par exemple les formules de politesse, quand on quitte quelqu'un, mes hommages à madame, hein, et ou dans la formule, comment ça va, ta femme, tes gosses, ton chien, ta caravane, on est dans la formule rituelle et qui n'est pas forcément ressentie avec un intérêt véritable. Dans la littérature, on a même un tas d'exemples de gens qui font des assauts de civilité. Et dans les formules de politesse, mais je vous en prie, mais faites donc, etc. Et donc, tout cet arsenal de formules de politesse, c'est du savoir-vivre, très codé, mais ce n'est pas encore de la communication authentique. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas forcément vécu, ressenti, éprouvé, ce n'est pas la trace d'un intérêt réel. Il y a un truc qui est intéressant dans les rituels, c'est les cadeaux. Dans le tissage des relations profondes, l'art des cadeaux, c'est un mot particulier en japonais pour dire l'intention dans le cadeau. J'ai vécu au Japon, ma fille a vécu au Japon, et il y a des livres entiers là-dessus, sur l'art des cadeaux. Il faut savoir quoi offrir en termes de symbolique. Si j'offre quelque chose qui me plaît, c'est pas forcé que ça va plaire à l'autre. Si je m'intéresse à ce qui va plaire à l'autre, j'ai plus de chances de toucher son cœur, quel que soit le prix du cadeau. C'est l'intention qui va toucher, pas le prix. Et donc, ces cadeaux réciproques, c'est le don et le contre-don dont les anthropologues ont beaucoup parlé. Et c'est une façon de socialiser, même entre groupes. Une tribu qui rend visite à une autre tribu, elle va arriver avec des cadeaux. C'est vrai dans la relation diplomatique. Un chef d'État qui visite un autre chef d'État, il arrive avec des cadeaux, il reçoit des cadeaux, etc. C'est extrêmement précis comme symbolique. L'important, pour aller vers l'intégrité, on va continuer à descendre cette échelle généralité, rituel. Ensuite, il y a les activités qu'on partage. C'est le « on se téléphone, on se fait une bouffe ». Et après, le « on se téléphone, on se fait une bouffe », on le remplace par « et si on allait faire un week-end de ski à la montagne ? Et si on allait faire une randonnée sur les sentiers de grande randonnée ou une balade à vélo ou n'importe quoi ?» On va faire des choses ensemble dans lesquelles on s'éclate. Ce sera un pique-nique, une soirée blanche, peu importe. Et l'activité va permettre de socialiser et d'éprouver du plaisir, de partager du plaisir, mais on ne va pas livrer l'intime, on ne va pas dire « ma femme me trompe, mon fils se drogue », etc. On ne se livre pas. On partage de l'intensité grâce à la médiation de l'activité. Le quatrième niveau, c'est le racket, et là, on est dans toutes les relations de manipulation, de pouvoir, etc. Et ça repose sur un mécanisme assez simple. Je vais te le faire en 2 phrases. Mon cher François-Xavier, tu devrais faire avec moi une série d'émissions. Ça serait excellent pour l'audimat de ta chaîne. Évidemment, il faudrait que tu investisses un peu plus et que tu donnes les moyens pour diffuser, parce que j'ai quand même quelque chose qui peut toucher un public très large. Tu es prêt à investir ? Voilà. Ça s'appelle passer la pommade, cirer les pompes, etc. Mais cette façon de manipuler l'autre, elle est assez simple. Elle est de prétendre éprouver des sentiments en allant chercher dans la sphère affective. La flatterie, la flagornerie, c'est La Fontaine, le corbeau et le renard. Tout à fait. Mais comme narcissiquement et inconsciemment, chacun est sensible parce qu'il a besoin d'être aimé, d'être reconnu, d'être accepté, il est sensible à la flatterie. Tu as un paquet de gens qui sont des champions de la flatterie. La plupart des escrocs, par exemple, savent exactement se mettre les gens dans la poche avec la formule du renard s'adressant au corbeau. Et donc, le racket, c'est le Canada Dry de l'affectivité. Ça ressemble à de l'alcool, mais en fait, ça n'en est pas. C'est la couleur du whisky, mais il n'y a pas d'alcool dedans. Et c'est une manipulation pure et simple. Et il y a un joli petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens qui a été écrit en 1987, qui n'a pas pris une ride. Donc c'est très important de comprendre si les gens sont sincères ou pas sincères, ou s'ils essaient d'obtenir quelque chose de nous par la manipulation affective. Et l'intimité, qui est le stade le plus profond de l'échange, c'est au fond seulement le partage du ressenti. Si je dis
sans détour ce que je ressens dans une situation et que j'écoute le ressenti de l'autre, on va être dans une connexion intime parce qu'on se parle vrai, d'emblée, sans détour, sans masque. On peut le faire avec des inconnus. Ça a pu t'arriver dans l'avion, dans le train, de parler avec des inconnus et d'avoir des échanges très profonds parce qu'on sait qu'on ne se reverra pas. Et on se livre encore plus facilement avec quelqu'un qu'on ne verra pas qu'avec quelqu'un qu'on connaît et où on veut sauver la face, on veut garder son personnage habituel, quoi. Cette capacité de baisser le masque, d'exprimer le ressenti, de parler vrai, de cesser de jouer un personnage, de se détacher du rôle et de l'intérêt qu'on peut avoir dans un échange, c'est ce qui va permettre cette communication authentique. Et c'est vraiment un entraînement à aller au contact du plus profond de soi pour rencontrer le plus profond de l'autre. C'est ce qui va être la base de l'amitié véritable. Une amitié durable, elle est quand on n'est plus dans aucun rôle, mais qu'on est capable de parler vrai, de se connecter dans cette dimension-là, et on sait que c'est le cœur ouvert, qu'on est disponible pour être en renfort de l'autre quand il y en a besoin, etc. Cette intégrité-là est liée à cette capacité d'authenticité. Le respect des engagements, c'est plus une discipline éthique. Non seulement je sais parler vrai, mais je me dois de respecter les engagements que je prends. Mon père était un homme de parole. C'était, dans sa génération, donner sa parole, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et avoir la réputation de quelqu'un qui tient parole, c'était extrêmement important dans les relations même de business. Les diamantaires d'Anvers continuent à avoir des accords oraux pour des choses qui représentent des deals, qui représentent des sommes très importantes. Et si on trahit sa parole, on est marginalisé complètement et on sort du circuit. Cette intégrité-là, c'est ce qui fait dans les relations de travail qu'un chef va être respecté, parce qu'il peut être exigeant, dur, mais il est intègre et il tient sa parole. S'il dit quelque chose, il le fait. Et dans les slogans de qualité totale, on parle de dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Ça, c'est une base de la confiance, quelles que soient les relations. Même dans les relations conflictuelles, j'ai découvert que si on obtient le respect de son adversaire, on gagne des marges de manœuvre. Et si on est droit dans ses bottes, si on est carré, clair, cash, carte sur table, on obtient une forme de respect et de confiance. Même si on a des enjeux différents, des conflits d'intérêts, etc., la parole va porter davantage. D'accord. Ça répond ? Oui, oui. Moi, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit un peu au départ, sur le donner et le recevoir. Oui. Parce que ce que j'ai pu constater, moi, dans mes formations de constellation familiale, etc., qu'il y a un lien entre aussi donner et recevoir et de trouver un équilibre. Parce qu'en fait, d'un coup, on peut perdre aussi l'équilibre de la relation parce qu'on donne trop et on ne sait pas recevoir. Et donc, ça crée un déséquilibre, en fait. Hein. Et je pense que, comme tu as parlé dans les chefs d'État, etc., quand ils se rencontrent, etc., de donner un cadeau, etc., moi, ce que j'ai pu voir dans d'autres pays, en Norvège ou tout ça, le diplomate qui va rencontrer un autre diplomate, il refuse le tapis ou le cadeau, parce que pour eux, c'est comme si c'était un bakchich, plutôt que de respecter cette tradition. Il y a plusieurs questions dans ma question. Non, c'est très clair. C'est très clair pour moi. C'est très clair pour moi. Et effectivement, on peut traiter le donner-recevoir au niveau d'une relation de couple, par exemple, ou d'une relation d'amitié, et plus généralement dans les échanges sociaux. Dans le prochain livre, j'ai écrit l'histoire de quelqu'un qui, dans une relation d'affaires dans l'aéronautique, rencontre un général de l'aviation pakistanaise qui, à l'aéroport de Roissy, lui offre un coffret de bijoux pour sa femme. Et mon client ami lui dit « Mais c'est pas possible, si je l'accepte, je pourrais pas négocier avec vous le prochain contrat. » Donc il lui répond très gentiment et très poliment que c'est pas recevable. Et en fait, il y a maintenant une législation sur le montant des cadeaux d'affaires qui sont admis. Les laboratoires ont soudoyé les médecins en leur offrant des voyages, des séjours au Club Med, sous prétexte de conférences médicales, en fait c'était du bon temps.
Et aujourd'hui, c'est extrêmement canalisé. Et c'est vrai dans toutes les relations d'affaires dans les pays démocratiques. En Indonésie, la corruption restait assez forte et le bakshish fonctionnait encore pas mal. Comment dire? Le donner-recevoir, je vais revenir à l'aspect dans une relation duelle. La réciprocité ne veut pas dire qu'on se donne des choses de nature équivalente, mais de valeur équivalente. J'ai couru pendant longtemps avec mon dentiste, qui était un copain, et moi, ce que je lui apportais était plutôt l'ouverture d'esprit sur les relations interpersonnelles, le soutien moral quand il y avait des passages un peu difficiles pour lui, etc. Et lui m'amenait toute sa constance dans l'organisation. Quand on allait courir un marathon, ben c'est lui qui m'inscrivait, qui me prévenait du lieu, des dates, des conditions, etc. Et on était dans une belle complémentarité, dans une belle complicité. On s'apportait des choses différentes, mais on était bien l'un et l'autre parce qu'on sentait le soutien mutuel. C'est vrai dans les relations sexuelles. Est-ce que l'homme va être égoïste et prendre son plaisir sans se préoccuper du plaisir de l'autre? Le tantra est un magnifique rituel pour avoir un plaisir partagé et se rendre disponible à tour de rôle l'un pour l'autre pour aller le plus loin possible dans l'intensité. J'ai envie de dire qu'une maîtresse de maison qui accueille ses invités et qui a préparé depuis quelquefois 2 jours avant un merveilleux dîner, qui a fait une très belle table, qui a décoré son intérieur, etc., c'est un cadeau extraordinaire, et est-ce qu'on est capable de lui rendre hommage pour le mal qu'elle s'est donné? J'ai déjeuné dimanche chez des amis, et la maîtresse de maison nous a adorablement accueillis. Quelquefois, la maîtresse de maison ne saura pas accueillir les remerciements de ses hôtes. Et les femmes souvent exigeantes, perfectionnistes, vont dire « Oh, c'est pas grand-chose. J'aurais voulu faire mieux. » Et en fait, elle ne se réjouit pas de l'échange. Elle s'est donné du mal pour faire plaisir, et le plaisir qu'elle a procuré, elle n'a pas envie de le recevoir en retour comme reconnaissance. C'est dommage. Moi, j'étais comme ça avec les cadeaux. J'étais tellement insécure que quand je faisais un cadeau à quelqu'un que j'appréciais, je l'emballais dans le papier journal et je lui donnais en disant « c'est pas grand-chose ». Et il m'a fallu du temps pour accepter mon intention et ne pas la dévaloriser. Au contraire, l'assumer telle qu'elle. Je suis content de t'offrir ça. Et puis de recueillir le plaisir de la personne de recevoir mon cadeau. Et donc dans ces échanges réciproques, le don et le contre-don me semblent vraiment très très importants. Comment trouver l'équilibre avec des contributions, des apports qui ne sont pas de même nature, mais qui fait qu'on se sent bien. Il y a un sentiment d'équilibre qui naît du fait que ça circule bien dans les deux sens. C'est vrai pour l'écoute et le partage du temps quand on dialogue. Si je parle tout le temps et que j'écoute pas l'autre, il va être frustré. Il n'y aura pas d'équilibre. Si à l'inverse, je laisse du temps pour l'écouter et que lui me fasse ses apports, me partage ce qui l'intéresse, alors on va tisser une relation. Et je trouve ça magnifique dans la notion de marchandage, par exemple. Quand je suis à Marrakech et que je négocie avec quelqu'un pour un prix, avec un commerçant, je perçois dans le non-verbal l'échange subtil pour se reconnaître mutuellement et prendre le temps de se découvrir au travers de la négociation. Le ni trop ni trop peu, et dans le rabais qu'on recherche, et dans la procédure pour arriver à obtenir quelque chose qui est respectueux des deux parties. J'achète un jour, sur le marché de Marrakech, un magnifique cadenas forgé par un forgeron. Ce n'est pas un truc standard qui sort d'une usine. J'amorce la négociation et je sens la personne se raidir parce qu'elle y avait mis du temps pour le faire. Et c'était une pièce unique, magnifique. Et j'ai tout de suite arrêté de négocier parce que je sentais que lui voulait un prix qui respecte la dignité de son travail. Et j'ai encore la mémoire très forte de cette négociation, de cet homme intel qui me dit « Je ne suis pas un marchand de tapis, je suis un artisan. » Et j'adorais ça. Alors que d'autres fois, on va trouver une négociation beaucoup plus prolongée, très ritualisée,
pour trouver le bon accord entre le prix qu'il m'a demandé, qui est 4 fois le prix de la valeur, et puis le prix que je vais payer, qui ne sera pas que le prix de l'objet, mais le prix du plaisir que j'ai pris dans la négociation. Et ça m'amène à une autre dimension, qui rejoint celle-là, qui est la négociation en général. Et il y a 3 modes de négociation globalement. On peut jouer dans le perdant-perdant. Si tu ne donnes pas ça, je ne te donne pas ça. Oui, ça me fait penser actuellement. Oui. C'est la menace. Il y a le donnant-donnant. Si tu me donnes ça, je te donne ça. Et là, on est un peu dans le marchand de tapis. Si vous m'en prenez 3, je vous fais 10%. Mais là, on n'est pas encore dans la relation. On est dans le marchandage avec l'intérêt de chacun, où chacun tire la couverture à lui. Et puis, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, que j'ai appris par l'expérience, qui est le gagnant-gagnant, qui est le co-investissement. Et quand dans l'entreprise, entre l'entreprise et ses salariés, il y a du co-investissement, l'entreprise fait le maximum pour que les gens non seulement aient des conditions de travail convenables et des salaires convenables, mais aient la possibilité d'évoluer tout au long de leur carrière, qui est la première des motivations au travail. Ce n'est pas le salaire, la possibilité de pouvoir évoluer. Si je suis condamné à rester en bas de l'échelle, mon avenir est bouché. C'est ça. Si à l'inverse, je peux continuer à me former, à progresser, à avoir de nouvelles responsabilités tout au long de ma vie, même si je ne deviens pas général, je reste sergent-chef ou adjudant-chef, mais j'ai évolué dans mon job, etc. Et ce gagnant-gagnant, pas tant que ça de gens le comprennent. C'est du co-investissement dans un projet où chacun met au pot et on va partager les bénéfices de la coopération. Alors que dans le marchand de tapis, si je te donne ça, si tu me donnes ça, je te donne ça, on reste dans un investissement limité, on reste dans du court terme. On ne s'engage pas avec toutes ses ressources dans un projet. Je travaille pour une petite start-up qui va lancer des satellites avec des micro-fusées, avec Elon Musk, SpaceX, et des micro-satellites pour pouvoir donner des moyens d'observation de la planète à des pays, à des filières agricoles, par exemple, pour surveiller l'évolution des récoltes, etc. Et qui va rendre disponible à un plus grand nombre de gens l'accès à l'information par satellite. Et ils ne peuvent le faire avec des fonds limités qu'avec des partenariats avec d'autres experts. Et il faudra bien partager le projet commun pour investir et de l'argent et de la compétence pour aboutir à quelque chose qui est une vraie innovation. Au lieu de réserver le traitement de l'information spatiale à des pays très riches et très puissants qui le négocient et qui le font payer cher, on le rend disponible à un beaucoup plus grand nombre d'acteurs avec tout l'intérêt que ça peut avoir en termes d'autonomie. Donc cette notion de gagnant-gagnant, philosophiquement c'est vraiment important parce que si dans une société on développe davantage des relations gagnant-gagnant, alors on peut avoir une société plus harmonieuse, moins dure dans le bras de fer pour faire payer le prix, prendre l'argent et take the money and run, la vente forcée et puis l'embrouille. Mais on est dans des relations durables où on s'investit en respectant l'intérêt de tout le monde. Mais cette façon de gagnant-gagnant, c'est de l'enseigner dans les écoles de commerce, dans les écoles Alors, parce que c'est ça, en fait. Même dans les écoles primaires, parce que quand les enfants apprennent à coopérer, ils réussissent mieux et développent une intelligence relationnelle parce qu'ils apprennent à coopérer. Intermarché est une structure qui est un réseau de supermarchés indépendants avec une filière d'achat commune. Et donc c'est un très bon modèle qui respecte les intérêts de chacun, mais qui mutualise les ressources. Et en ce moment, ils ont une campagne de publicité sur la part du prix de vente qui est réservée aux producteurs. Et ils disent, sur tel kilo de fruits, tel produit, etc., tel fromage, il y a tant, ou tel litre de lait, il y a tant qui va au producteur, etc. Et je trouve ça très intéressant de sensibiliser le client final qui paye, de se dire, dans ce que je paye, qu'est-ce qui va réellement au producteur? Et les grands supermarchés ont su affamer les producteurs en leur faisant des bras de fer épouvantables. C'est ce qui fait la misère d'une partie du monde agricole aujourd'hui. Bon.
c'est dans la relation, mais je trouve qu'on s'est un peu éloigné. Je veux revenir un peu pour finir et pour clôturer un peu la relation. Est-ce que j'ai aussi, on a oublié de parler de quelque chose dans la relation, c'est de la relation avec soi-même. Parce qu'on a bien une relation avec soi-même. Oui. Et je pense qu'il est aussi intéressant d'aller vers l'extérieur, mais avoir une relation avec soi-même, avec l'intériorité, c'est quelque chose aussi de... C'est une autre histoire, c'est une autre aventure, mais je pense qu'il est aussi forte que celle de l'extérieur. Alors, tu ne m'as pas posé la question, mais tout au long des réponses aux autres questions, moi j'étais en contact avec cette dimension-là d'intelligence de soi, de relation à soi, qui est quelque chose que j'ai appris en voyageant, que j'ai appris dans le développement personnel. Et le meilleur modèle de référence que je peux donner, c'est les intelligences multiples, dont le nom de l'auteur va me revenir, d'un auteur américain, où il parle d'intelligence de soi, l'intelligence relationnelle. Et l'intelligence de soi, ça veut dire qu'il faut, dans l'éducation, par les parents, par les enseignants, apprendre à se connaître, à se reconnaître. Quand des enseignants très modernes invitent les enfants à exprimer leurs ressentis et leur font découvrir la palette des émotions et des sentiments, c'est de l'intelligence de soi qu'ils vont développer. Quand ils développent l'écoute de l'autre et qu'ils demandent le silence pour respecter la parole des autres enfants, c'est de la préparation à la coopération parce qu'on peut prendre en compte le point de vue de l'autre. Donc, on appelle ça les compétences psychosociales. L'éducation nationale incite les enseignants à les développer chez les enfants, mais elle ne les forme pas à les cultiver chez les enfants. Et dans le monde de l'éducation à la santé, on en parle de plus en plus, parce que si on ne développe pas ces compétences psychosociales, d'intelligence de soi, d'intelligence relationnelle, on va être en conflit avec soi, en conflit avec les autres, et on ne pourra pas être très efficace parce qu'on ne saura pas socialiser. Souvent, les commerçants ont développé cette compétence par l'expérience. Quelqu'un qui vend quoi que ce soit, une voiture, des pompes, etc. La relation client permet d'apprendre la dimension relationnelle. Les gens qui ont une vie de commerçant pendant 20 ou 30 ans ont une intelligence relationnelle supérieure à la moyenne. Ils savent aller au contact, briser la glace, écouter, rebondir, argumenter, etc. Et dans les codes, un jour, je travaille avec un mec qui vendait de l'outillage aux garagistes. Et je l'ai aidé à se préparer pour aller vendre des services sur une boîte qui faisait du conseil téléphonique à un niveau avec des dizaines d'experts. Et il me racontait comment on dit bonjour à un garagiste. On ne se serre pas la main, on ne lui tend pas la main. Parce qu'il est plein de cambouis. Oui. Le garagiste tend son coude et tu lui touches le coude. C'est un code. Comme aujourd'hui avec le coronavirus, on va se checker avec juste le poing fermé, etc. Mais tout ça, c'est des codes. Et donc, cette intelligence relationnelle, elle suppose de bien se connaître et d'être flexible dans la manière de s'adapter aux différentes personnes, personnalités, aux différents codes, etc. De savoir reconnaître le mode de fonctionnement de l'autre pour le prendre en compte et chercher une manière d'ouvrir le jeu. Il y a une formulation qui a l'air un peu élitiste, mais on dit que c'est la personne la plus évoluée qui doit s'adapter le plus. Parce que si elle est capable de repérer son propre mode et le mode de l'autre, elle va aider à construire un pont entre les deux personnes pour que la communication puisse s'installer et devenir une relation réciproque progressivement. Par exemple, moi, dans toutes les formations que j'ai faites pendant 30 ans, 40 ans, j'adore les timides, les gens introvertis, etc. Ceux qui ne monopolisent pas la parole. Les grands bavards comme moi, qui ont tout le temps quelque chose à ramener leurs fraises, ils prennent du temps aux autres, mais ils piratent le groupe. Ils n'ont pas forcément des choses intéressantes. Les introvertis, les gens timides, souvent ont un vécu intense émotionnellement. C'est des gens sensibles, débordés par leurs émotions, mais en même temps un peu empêtrés d'eux-mêmes. Mais si on leur tend la perche et qu'on s'intéresse à eux, ils ont des choses très sensées, très profondes, très riches à partager. Que quand j'animais les groupes ou les cohésions d'équipe et tout, j'allais chercher la parole des gens silencieux pour enrichir le groupe du point de vue de gens qui prennent le temps d'observer, qui ont moins d'ego que la moyenne, etc. Et
dont on n'écoute pas toujours la contribution. Quand je fais des résolutions de problèmes, quelquefois, la personne qui a ce genre de profil, elle me chuchote à l'oreille une piste de solution. Et moi, je suis obligé de lui dire, tu peux le partager au groupe, ou bien tu peux le partager avec ton voisin, qui lui va le partager avec le groupe. Donc de temps en temps, c'est un tandem entre celui qui a des idées et celui qui va les vendre aux autres. Exactement comme l'artiste, qu'il soit un chanteur, un comédien, etc., ou un peintre, il a besoin d'un agent artistique pour organiser soit les concerts, soit les expositions, pour mettre le portrait dans la vitrine avec les projecteurs dessus. Tout à fait. Il y a besoin de coopération bien comprise, comme ça. Je voudrais juste, parce qu'on peut encore discuter longtemps de la relation. Moi, c'est ta dernière question, je pense, ou l'avant-dernière, c'est est-ce que tu as des clés ou est-ce que parce que je pense que tu en as déjà pas mal dit sur ta dernière réponse, mais est-ce qu'il y a des clés ou qu'il y a des pistes pour créer une bonne relation? Est-ce qu'il y a une mauvaise relation, mais avoir une relation de face à face est-ce que tu as des clés, des pistes pour les gens? Il y en a plusieurs, et c'est beaucoup dans l'attitude et dans la posture. Parlons des enfants. Ma petite fille, la plus aînée, était un peu farouche. Et quand je visitais ma fille et son conjoint la première année, la deuxième année, elle était beaucoup dans les jupes de sa mère et elle se rapprochait moins facilement des hommes et même de son père. Et moi j'observais ça, et j'ai dit à ses parents, ma fille comme mon gendre, laissez-lui le temps, il n'y a pas d'urgence. Et quand elle a eu 3 ans, 4 ans, on a eu des moments de grande complicité, et où elle est venue spontanément vers moi parce que j'étais disponible, et ça a très très bien matché. Et chacune de mes 4 petites filles a une manière d'interagir avec les autres très différente. Donc si je suis à l'écoute, j'observe, je me rends disponible, je suis curieux de l'autre, je prends en compte ce qu'il me dit, ce qu'il me propose, et je co-construis avec lui, je rebondis et je tisse des liens avec lui, la relation va s'amorcer facilement. Et que ce soit dans la rue, dans une relation d'affaires, dans un groupe d'amis, etc., c'est cette posture, cette attitude qui va faire que le courant passe des deux côtés. Que même avec quelqu'un qui est moins sociable, on va pouvoir commencer à tisser des liens. Je vais prendre un exemple. Il y a un cocktail avec 300-400 personnes dans la salle. Je ne connais personne. Même pour moi, avec l'habitude et tout, c'est pas si simple de me mêler d'une conversation en rejoignant un groupe où je connais personne, etc. Je peux le faire de temps en temps. Mais je vais plutôt choisir d'aller près du buffet et de regarder 2-3 personnes isolées qui ont l'air sympas et d'aller au contact vers eux en leur disant ah, je vois que vous aussi, vous ne connaissez personne. Et on va partager notre statut de personne isolée, on va commencer à créer du lien avec notre connivence dans le fait qu'on ne connaisse personne. Et si c'est quelqu'un qui a parlé d'un sujet que j'entends et qui m'intéresse, j'ai une clé d'entrée, je vais pouvoir trouver un prétexte pour amorcer l'échange, etc. Mais les prétextes sont multiples. Il m'arrive souvent, et ça fait rire les femmes dans ce genre de réunion, d'avoir un cocktail après une conférence, une table ronde, un congrès, etc. Et moi, je prends le plateau avec les whisky, les trucs, puis je passe le plateau. Il n'y a pratiquement aucun homme qui fait ça. Normalement, c'est réservé aux femmes. D'accord. Et quand c'est une réception d'entreprise, les femmes qui sont là et qui surveillent tous les échanges, etc., elles sont dans la connivence avec moi et elles rigolent parce qu'elles voient un mec qui passe le plateau. Moi, je me sens au service de la collectivité, je ne me sens pas diminué. Oui. Ça ne me pose pas de problème. Tout à fait. Donc, à nouveau, disponibilité, curiosité, écoute, partage, amorce, rebondir sur l'échange, etc. C'est comme un pont. Normalement, les constructeurs de ponts démarrent de chaque rive et puis ils vont construire des piles et petit à petit, ils vont construire
la dernière pile et la dernière parcelle du pont qui fait qu'on peut traverser dans les deux sens. Si c'est unilatéral, ce n'est pas un pont très commode à utiliser. S'il y a deux voies pour aller dans les deux sens, ça marche mieux. Et donc, si avec l'autre, je lui envoie des perches et je accueille les siennes pour regarder s'il a envie qu'on construise un pont entre nous, c'est une bonne métaphore de la relation. Merci. Ça a été un plaisir. C'est un sujet qui me semble essentiel, complexe, pas compris dans sa complexité par le plus grand nombre, mais j'espère que ce partage aura permis d'éclairer. Oui, tout à fait. Et peut-être qu'un jour, tu feras la relation de couple, parce que c'est une autre dimension, une autre encore histoire. Ah, c'est un sujet à part entière. Tiens, voilà. Donc là, parce que c'est bientôt février, la Saint-Valentin et tout ça, je trouve que c'est peut-être intéressant aussi, la relation de couple, à voir plus tard. Mais si tu veux qu'on le fasse dans la période de la Saint-Valentin, on peut le faire. J'ai un ami qui est en train de transformer une maison près de Grasse pour en faire un accueil de groupe pour des petits stages. Et il va y avoir un très beau jardin avec de la permaculture d'un côté, des magnifiques arbres de l'autre, etc. Et comme son lieu un peu magique, je lui ai recommandé de faire des rencontres de couples pour renforcer les couples avec l'esprit du tantra, mais aussi toute la gastronomie française, tout le raffinement possible pour que ça soit festif, et voir un mélange entre la logique de l'accueil la plus sophistiquée à la française, la logique du tantra dans le partage en profondeur d'intimité, et la logique plus créative, artistique, pour que ça soit festif et joyeux, dans ce lieu un peu à part, et j'imagine très bien 6, 8, 10 couples qui se font emmener dans un processus qui mixte tout ça. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal. Je vais te remercier encore une fois, Édouard. Merci de ton temps, de ta confiance et sur notre chaîne. Et merci à toi encore.